Imagine, un scientifique spécialisé en analyse judiciaire reçoit un jour une étrange mission: examiner une vieille pierre couverte de runes mystérieuses, appelée la Kensington Stone. Pour le bon déroulement de mon résumé, je vais l'appeler la Runestone parce que Kensington Stone, c'est difficile à prononcer. Au départ, il croit analyser simplement un artefact historique, mais sous son microscope, il découvre des symboles cachés, des lettres codées, puis des anomalies qui semblent pointer vers quelque chose de beaucoup plus ancien et beaucoup plus secret. Son enquête le mène vers des récits liés aux Templiers, à des cartes cryptées et à des écrits transmis clandestinement de génération en génération. Puis au cœur des forêts isolées adirondacques, une véritable chasse au trésor s'est déroulée. Sous une vieille souche d'arbres recouverte de mousse, lui et son équipe ont découvert un genre avec des documents à l'intérieur. Puis ce que le manuscrit décodé raconte va changer complètement l'histoire telle qu'on la connaît. Alors, je vous présente le résumé du podcast de Basement avec Scott Wolter. Si vous aimez mon contenu, je vous invite à vous abonner. Je cherche la vérité moi aussi. Alors, on commence ça. Scott Wolter est un spécialiste en géologie appliquée et en sciences médico-légales des matériaux. Il est reconnu pour son expertise dans l'analyse du béton par carbonation. Dans une enquête où les autorités avaient aucun indice clair sur les circonstances de la mort d'une personne, Scott a été mandaté pour examiner le ciment qui était associé au site. La personne avait été coulée dans le ciment. Son travail consistait à déterminer la composition, l'origine et les caractéristiques du matériau. Grâce à cette analyse, il a pu fournir des éléments concrets. Le ciment avait moins de 2 ans, permettant de mieux comprendre le contexte dans lequel le corps avait été dissimulé. Et ces résultats-là ont orienté l'enquête dans une direction plus précise. À partir de ces données-là, le reste de l'équipe, incluant les spécialistes en identification médico-légale, ont pu poursuivre le travail et finalement identifier la victime. Une jeune femme qui était décédée il y a 1 an et 10 mois. Cette affaire-là a suscité un important intérêt, non seulement en raison de l'identification, mais aussi à cause des circonstances entourant la découverte, des éléments scientifiques qui ont pu apporter des réponses concrètes à une enquête qui avançait pas. Ce type d'intervention-là a contribué à donner la crédibilité à Wolter et son travail. Sa capacité à appliquer des méthodes scientifiques rigoureuses à des cas complexes lui a valu une reconnaissance croissante. C'est cette crédibilité-là qui a ensuite ouvert la porte à des recherches un peu plus controversées, là où la science et l'histoire se mêlent de manière inattendue. Le dossier le plus controversé de Wolter, c'est définitivement la Kensington Runestone. Pas facile à dire. Essayez. Cette pierre gravée de runes, possiblement placée en 1362, est découverte par un fermier qui s'appelle Olaf Oman en automne 1898. La porte garde des inscriptions en caractères runiques qui prétend raconter une expédition scandinave en Amérique du Nord, bien avant l'arrivée de Christophe Colomb. Depuis sa découverte, la pierre est au centre d'un débat intense. Pour certains, il s'agit de la potentielle preuve d'une présence nordique en Amérique intérieure. Pour d'autres, c'est un canular élaboré. En 2000, Scott Wolter a été approché par les représentants du Kensington Runestone Museum. Vous l'avez eu? Ils lui ont demandé d'effectuer une analyse sur la runestone. Son rôle était clair, appliquer les méthodes scientifiques pour examiner la pierre, en particulier les caractéristiques physiques, les gravures et l'état de la surface.
En tant que spécialiste des matériaux, il s'est concentré sur l'altération, l'érosion et les réactions du quartz aux incisions. Au fil de son analyse, les résultats ont commencé à diverger de ce qui était attendu. Certaines hypothèses ne correspondaient pas à un faux moderne. Ces conclusions ont créé rapidement des tensions. Les commanditaires n'ont pas apprécié la tournure que les résultats prenaient. Et Walter a été soumis à des pressions pour ajuster ou modérer ses conclusions. La situation a dépassé le simple désaccord professionnel. Il a été aussi confronté à de l'intimidation et du dénigrement sur ses capacités professionnelles. Mais malgré cela, il a maintenu sa position en s'appuyant sur ses données puis sur ses analyses puis dit que les pierres, eux, mentent pas. Après ses conclusions sur la runestone, Scott suit une logique simple. Quelqu'un a gravé cette pierre, ça venait de quelque part, il y avait une raison de le faire, donc il doit y avoir une explication. Ses recherches le mènent à Gotland en Suède, où il observe des correspondances linguistiques et matérielles dans les églises anciennes. Il remarque aussi des croix équilatérales associées aux ordres cisterciens et liées historiquement aux ordres du Temple. À partir de là, une piste a pris forme, mais le cœur de l'analyse reste la pierre elle-même. L'inscription commence par un nombre particulier, un système appelé nombre pentatique. Le chiffre 8 apparaît en premier. 8 Goth, G-O-T-H-S, et 22 Norvégiens, engagés dans une expédition vers l'ouest depuis le Vinland. Le texte mentionne un camp situé à une journée de marche au nord, ainsi qu'un événement violent. 10 hommes retrouvés morts, rouges de sang. On y retrouve aussi des lettres latines A, V, M, suivies d'une invocation pour être protégé du mal. Un autre détail l'intrigue. La pierre est volontairement brisée à un ratio de 2:1, un principe associé à la géométrie sacrée. La diagonale aussi correspond à une mesure ancienne connue, le yard mégalithique. Sur une autre face, l'inscription indique que 10 hommes sont restés près d'une mer intérieure pour surveiller les navires à 14 jours de voyage. La date 1362 y apparaît. Scott affirme qu'il y a des codes qui sont intégrés dans l'inscription, notamment à travers de certains symboles. Pour approfondir tout ça, il a entrepris de documenter chaque détail, chaque chose qui était anormale, les runes, les marques, les séparateurs, les chiffres. Il a produit plus de 650 photos en utilisant différents angles de lumière pour faire ressortir les reliefs. C'est en procédant ainsi qu'il a commencé à repérer des anomalies, des points gravés, des marques intentionnelles que personne n'avait remarquées auparavant. Il les a toutes regroupées comme des runes étranges, sans immédiatement en comprendre le sens. Selon lui, c'est tous ces petits détails qui constituent le début du déchiffrage de tous les codes cachés dans les pierres puis dans les documents. Enfin, certains mots de l'inscription restent débattus. Là où plusieurs spécialistes hésitent sur une traduction, Walter propose parfois des lectures différentes, suggérant par exemple que certains termes pourraient référer à des noms plus précis plutôt qu'à des descriptions générales. En poursuivant son analyse sur la runestone, Scott commence à isoler certains détails. Il ne comprend pas immédiatement. Il les regroupe dans une catégorie qu'il appelle les étranges runes. Selon lui, c'est ces détails-là qui ouvrent la porte au décodage. Un point clé concerne un mot incertain dans l'inscription, souvent traduit par abri par les spécialistes. Walter rejette cette interprétation et propose plutôt le nom de Saint-Clair, basé sur d'anciennes variantes d'orthographe retrouvées dans les documents médiévaux. Un autre symbole attire son attention, une rune modifiée avec une petite croix d'ajouter, qui correspond à aucun usage connu. Plutôt que d'y voir une simple variation, il l'isole comme un indice intentionnel. En reliant ces éléments, le chiffre 8
cette rune particulière puis d'autres symboles. Il applique une méthode de datation médiévale en utilisant les tables de Pâques. Le résultat obtenu correspond exactement à l'année 1362, qui est déjà inscrite sur la pierre. Pour lui, ce double codage sert à protéger la date contre toute falsification. À partir de là, il avance avec une interprétation un peu plus large de son histoire. L'inscription ferait référence à une prise de possession de territoire en 1362, une expédition organisée, possiblement liée aux ordres du Temple, dans un contexte postérieur à leur dissolution officielle en 1307. Walter insiste sur un point. Dans l'analyse médico-légale, toutes les données doivent concorder. Selon lui, qu'il s'agisse de la pierre, des symboles ou du contexte historique, l'ensemble forme un système cohérent. Cette position-là le met directement à l'opposé d'une grosse partie du milieu académique, qui l'accuse de rejeter les données qui cadrent pas avec les conclusions qui sont déjà établies. De son point de vue, la méthode scientifique exige d'accepter les nouvelles preuves, même si elles remettent en question les anciennes. Selon lui, accepter l'authenticité de la runestone entraîne une série de conséquences plus larges, des dominos qui tombent un après l'autre, qui touchent non seulement l'histoire médiévale, mais aussi les structures historiques et religieuses, et encore plus vastes que ça. Et l'une d'entre elles est le tombeau de Telpiat. Si on accepte l'implication de la runestone, alors une série d'effets en cascade se déclenche. Et ces dominos mènent vers une zone extrêmement sensible pour les institutions. L'un de ces points sensibles, c'est la tombe de Talpiot. Découverte à Jérusalem en 1980, il s'agit des ossuaires retrouvés sur place. Et si on suit cette logique jusqu'au bout, ces dominos remonteraient jusqu'à beaucoup plus loin dans le temps, à l'époque du Christ probablement, puis jusqu'à l'Égypte ancienne, et même au-delà. Certains évoquent l'Atlantide. L'idée serait que les connaissances anciennes auraient survécu au travers de lignées et de traditions. Et c'est là que les questions des Templiers entrent en jeu. Selon son interprétation, leur origine ne viendrait pas seulement que du contexte médiéval classique, mais serait liée à des transmissions beaucoup plus anciennes. Une tradition qui traverserait Constantinople et des groupes considérés comme les gardiens du savoir très ancien. Hugues de Payen aurait joué un rôle central dans la création de l'ordre après certains événements en Terre Saine. On retrouve aussi ces grandes familles du sud de la France, souvent citées dans les récits, et le lien supposé avec les traditions religieuses et des lignées anciennes. Puis ça, c'est juste une vision de ce qui serait une partie de l'ensemble beaucoup plus vaste, qui n'a même pas encore été exploré. Et sans compter un événement qui revient souvent dans ses recherches aussi plus récentes, l'existence de genres verts qui ont découvert au mois d'août 2025. Son contenu pourrait relier plusieurs pistes entre elles et réécrire l'histoire complètement. Au-delà de cet objet, ce sont surtout les lignées familiales récurrentes qui attirent l'attention. Selon cette interprétation, il ne s'agit pas seulement de descendants idéologiques, mais aussi de descendants biologiques, reliés à des figures comme Jésus, Marie-Madeleine et d'autres traditions encore plus anciennes. Ces lignées, selon lui, seraient encore présentes avec nous aujourd'hui. Pour comprendre ce lien, il faut revenir à la tombe de Talpiot. Certains estiment que les Templiers auraient été liés à ce site puis à ses découvertes, parfois associées à des marques symboliques laissées sur place. Découverte en 1980, lors de travaux à Jérusalem, le tombeau comprend des ossuaires datant du 1er siècle, une période où ce type de sépulture était utilisé pendant un temps limité, avant de disparaître après le bouleversement romain. Le site était recouvert d'une couche de terre rouge, la terra rosa, couvrant les structures et les ossuaires. Parmi les éléments les plus discutés figure l'ossuaire attribué à Jean, ainsi qu'un autre disparu des archives officielles, ce qui alimente encore plus les débats. Les inscriptions retrouvées mentionnent plusieurs noms connus de la tradition biblique. Yeshua, fils de Joseph, Jean, fils de Joseph,
frère de Jésus, ainsi que d'autres noms comme Marie ou Judas et Sarah. Une inscription grecque aussi fait mention de Mariamné, associée dans certains textes à Marie-Madeleine. Certains chercheurs soulignent la rareté statistique de cet ensemble de noms, même si c'était des noms courants à l'époque. Des analyses géochimiques ont montré des correspondances entre les ossuaires et la terre de la tombe, suggérant le lien direct avec le site. Enfin, certaines analyses ADN auraient été évoquées sans pouvoir être ni confirmées ni infirmées, mais restent très peu détaillées publiquement. On ne sait pas pourquoi. La question centrale demeure, malgré ces éléments, pourquoi les résultats restent-ils si controversés ou peu intégrés dans le discours officiel? Pourquoi cacher tout ça? Pourquoi pas simplement suivre les preuves? Il y a environ 10 ans, en juillet 2016, Scott reçoit un message inattendu. Une femme affirme détenir les journaux anciens attribués à Earl Henry Sinclair. Au début, il porte pas attention. Il pense que c'est encore quelqu'un qui a quelque chose. Il y a trop de monde qui envoie trop d'affaires qui mènent à rien. Mais la madame insiste. Elle renvoie un message, puis quelques pages numérisées. Puis là, cette fois, quelque chose accroche. Scott finit par la contacter. La femme s'appelle Diane Muir. Elle lui donne rendez-vous pour consulter les documents en personne, dans un lieu inhabituel, un temple mormon à Novo, en Illinois. Puis là, elle étale les pages devant lui. Scott documente la scène, prend des photos, des vidéos. L'ensemble le surprend profondément. L'histoire des documents commence bien avant leur rencontre. Diane Muir voulait remonter sa propre généalogie jusqu'à la fin du 18e siècle. Puis elle découvre un ancêtre qui était appelé John Weems. Ses recherches la conduisirent dans une petite société généalogique de Tennessee. Puis en posant des questions sur cet ancêtre John Weems, on lui montre un possible ensemble d'archives conservées au sous-sol. Dans un coffre en bois, rescapé d'un incendie d'église en 1880, Diane découvre une sacoche ancienne. À l'intérieur se trouvaient des petits carnets manuscrits, ainsi qu'une carte en peau de mouton attribuée à Antonio Zeno, associée à des récits de navigation et de trésors, incluant des références à Oak Island. Les documents sont anciens, fragiles, rédigés dans plusieurs langues, notamment le latin et le vieil anglais, ce qui les rend difficiles à interpréter. Une partie seulement, plus tard, est recopiée en anglais moderne. Diana conserve ces documents pendant des années. Elle tente elle-même de les traduire avec les outils numériques, sans en mesurer immédiatement toute la portée. Puis après avoir visionné une émission consacrée au trésor de Scott Wolter et entendu parler d'Henry Sinclair, et elle reconnaît un nom dans les textes, elle décide de prendre tout l'ensemble des traductions puis tous les travaux qu'elle avait, puis de les emmener à Scott. À la lecture, Scott est frappé par le contenu. Il décrit une histoire d'une ampleur inattendue, mêlant récits historiques et symboles récurrents, des éléments qui relient aux travaux qu'il fait déjà. Mais une question lui vient immédiatement. Est-ce que c'est authentique ou c'est des faux? Est-ce que c'est une construction tardive? Ça vient d'où? C'est quoi ces documents-là? Alors, rien n'est confirmé sur le moment. Les documents semblent presque trop cohérents, trop riches en correspondance pour être acceptés sans vérification. Alors Scott décide de rien publier immédiatement. Il passe les 10 prochaines années à analyser, à regrouper, à comparer. Il recherche les incohérences, les preuves internes, les signatures symboliques récurrentes. Parmi ses recherches, certains motifs attirent son attention. Les symboles maçonniques, les structures numériques répétitives et surtout des marques qu'il appelle le X crocheté. Il l'a déjà observé dans d'autres contextes. C'est à partir de là que son enquête prend une autre dimension. C'est plus seulement que des documents isolés, mais un ensemble de traces qui, selon lui, pourrait appartenir à une tradition très ancienne.
beaucoup plus ancienne qu'on le croit, structurée puis complètement incomprise. Dans ses recherches sur la runestone, il y a toujours le symbole X crocheté qui revient ici et là dans les documents. Puis, ce symbole-là revient jusqu'à 22 occurrences sur la runestone. Très vite, la question se pose. Pourquoi ce symbole revient-il avec autant d'instances? Pourquoi qu'on le retrouve dans des contextes aussi différents? En revenant sur ses travaux, Scott explique qu'il avait déjà identifié des séries de nombres et de motifs récurrents associés à la pierre, notamment le 8, le 22, le 14 et le 10-10. Pour lui, ces éléments ne sont pas isolés, mais forment un ensemble cohérent. Fait qu'il note qu'il y a 22 occurrences de X crochetées sur la pierre, sur la runestone, ainsi que d'autres structures numériques qu'il considère significatives. Dans le même esprit, il évoque la présence de 10 marques particulières associées à la gravure ancienne, que certains chercheurs avaient longtemps considérées comme inexistantes ou insignifiantes. Selon lui, ces éléments ne peuvent pas être juste ignorés. Ils s'inscrivent dans une logique de correspondance numérique qui se retrouve dans plusieurs traditions anciennes. Scott relie ensuite ses observations à des récits plus anciens, notamment ceux issus des mystères d'Isis et Osiris. Dans cette tradition, Osiris est assassiné et démembré en 14 parties. Ce nombre 14 également revient dans d'autres systèmes symboliques, comme celui des 14 stations du chemin de la croix. Pour lui, cette répétition du nombre 14 dans différentes cultures et périodes historiques, c'est pas anodin. Ça s'ajoute à d'autres correspondances qu'il observe, notamment associées à la structure de la runestone. Puis ça va encore plus loin en reliant ces motifs à des systèmes symboliques des traditions égyptiennes, comme les figures d'Akhenaton, suggérant ainsi que les codes auraient traversé des millénaires sous des formes différentes. C'est dans cette continuité aussi qu'il aborde les correspondances entre ces nombres et le corps humain. On a 33 vertèbres dans la colonne. On a 22 os principaux dans le crâne. On a 14 os dans le visage. Pour lui, ces répétitions renforcent l'idée d'un système symbolique global.